constante de -26 degrés. Elle préserve les centaines d'ossements qu'il a sauvés du marché illégal. Ici, on entrepose les restes de mammouth. On a entre 400 et 450 pièces. Et chaque os nous raconte l'histoire de l'animal. Il faut avoir beaucoup de chance pour tomber sur un mammouth. Il faut savoir être très patient, être comme un chasseur. C'est assez compliqué à expliquer. On ne trouve pas un mammouth, c'est lui qui vous trouve. Pour les scientifiques, la plus belle découverte serait une carcasse entière. Bernard Buig compte sur son réseau d'informateurs pour le tenir au courant. Aujourd'hui, il prend la tête d'une expédition internationale tout près du cercle arctique, dans l'espoir d'en trouver une. Les recherches portent sur toute la Sibérie. C'est une immense région glacée où la température peut avoisiner -40 degrés pendant plusieurs mois d'affilée. Très peu d'animaux peuvent supporter ce climat. Ce n'était pas le cas il y a 100 000 ans. Était parfaitement adapté à cet habitat et il région. Ils ont quasiment à la fin de la dernière glaciation. Pour les chasseurs de mammouths, les changements climatiques ont des répercussions. Des ossements, des défenses et même des... noirs où les plus belles défenses peuvent se négocier autour de 75 000 € pièce. Bernard Buig s'efforce de surveiller ce commerce. Mais sa priorité est de prendre les trafiquants de vitesse. Il veut que la science puisse étudier de nouveaux ossements. Cette fois, il se rend sur l'île Wrangel, au large des côtes russes, dans l'Arctique. Il est accompagné par 2 scientifiques qui connaissent bien les mammouths. La spécialité du paléontologue Dan Fisher, ce sont leurs défenses. Il les étudie depuis 30 ans et sait les faire parler. On espère avant tout retrouver de beaux spécimens de défense. C'est l'idéal parce qu'elles contiennent une foule d'informations sur la vie des animaux. L'île Wrangel est au bout du monde. On n'a aucun moyen de savoir ce qu'on va voir en arrivant. Alexei Tikhonov est le directeur adjoint de l'Académie russe des sciences. C'est sa 3e visite sur l'île. C'est un endroit fantastique, très beau, qui ne ressemble à aucun autre. Et bien sûr, on espère trouver de nouveaux mammouths.
Personne ne va jamais sur cette île, il n'y a que les fous comme nous. C'est un coin super, bien sûr. Et sur la carte, on voit qu'il est loin de tout. D'après ce qu'on sait, les derniers mammouths se sont éteints sur l'île Wrangel il y a environ 10 000 ans. Depuis le début du XXe siècle, on retrouve ici des spécimens très beaux. De nos jours, comme les étés sont plus chauds, les découvertes pourraient être encore plus intéressantes. La plupart du temps, l'île est cernée par la mer de glace. Mais pendant 8 semaines, la température remonte au-dessus de zéro. Et on peut s'en approcher en bateau. Bernard a recruté Sergueï Gorbounov. Son rôle, régler tous les problèmes que l'équipe peut rencontrer. Et notamment, les protéger des habitants de l'île. En effet, on y croise de très nombreux ours polaires. On ne peut pas accoster là parce qu'il y a des ours, c'est ça? Oui, ils sont juste là. Ils identifient un coin plus sûr et décident de descendre à terre. Le bateau reste loin de la côte. Le matériel et les hommes sont transportés en hors-bord. L'île fait 7800 km² et presque toute sa superficie est une réserve naturelle. L'équipe va bientôt se mettre au travail. Mais avant, un garde forestier lui donne quelques recommandations. Si vous ne réagissez pas, l'ours sent votre peur. Il sait qu'il a le dessus. C'est comme ça avec les mâles. Si vous montrez de la faiblesse, vous êtes fichu. L'ours se sent supérieur. Et il vous taille en pièces. Il en faut plus pour faire peur à Bernard Buig. Il est prêt à tout pour trouver des mammouths. Il est loin d'être le premier à se passionner pour ces animaux. Depuis la préhistoire, il fascine les hommes. Il y a 30 000 ans, les premiers artistes les ont représentés sur les parois des grottes. Les mythes et légendes du Moyen-Âge disaient que les os de mammouth retrouvés dans le sol appartenaient à des taupes géantes. Au XVIIIe siècle, les naturalistes ont compris que ces animaux ressemblaient aux éléphants. À quelques différences près. Les mammouths ont des défenses plus grandes, une musculature plus développée à l'encolure et une bosse remplie de graisse sur le dos. Ils ne vivent pas sous les tropiques, mais dans les régions glacées, protégées par leur fourrure. L'équipe entame ses recherches sur l'île Wrangel. Je suis en train de chercher des traces de mammouth. Dan Fisher sait qu'il faut ouvrir l'œil. Notre mission, c'est de récolter des données. Le plus difficile, c'est de rester concentré et de ne jamais relâcher son attention. On ne peut pas se contenter de se promener en attendant que quelque chose nous saute aux yeux. Lors des 5 premières journées, l'équipe ne trouve que des dents et quelques fragments d'eau et de défense. Une dent et un morceau de défense. Chaque trouvaille est étiquetée, répertoriée et soigneusement rangée.
Pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel. Au bout de 7 jours, tout le monde commence à se décourager. On a fait tout ce qu'on a pu pendant le laps de temps qui nous était imparti, mais on n'a rien trouvé. L'expédition se termine dans 3 jours. Tout à coup, le véhicule de l'équipe roule sur une bosse suspecte. Il faut y regarder de plus près. Ça va plus loin. On dirait une défense, sans doute intacte. Pour en avoir le cœur net, il faut la dégager entièrement. Ça continue là. Il faut la laver dans l'eau. C'est bien une défense, mais elle a été cassée, sans doute au cours d'un duel. D'après la couleur, elle date du Pléistocène. Si elle était entière, elle ferait environ 3 mètres. Oui, ça doit être ça. Les défenses contiennent des informations que l'on ne trouve pas dans les os et les dents. Ici, on voit les différentes années. C'est super. Dan Fisher emporte cette découverte dans son laboratoire de l'Université du Michigan. À l'intérieur d'une défense, il y a l'équivalent du journal de bord de l'animal avec le détail de ce qui lui est arrivé tout au long de sa vie. La plus grande défense de mammouth jamais retrouvée pesait environ 120 kilos. On voit souvent des éraflures microscopiques en surface. Peut-être parce que l'animal a gratté la glace et la neige pour trouver à manger. Sur le dessus, il y a une zone lisse et brillante. On pense que le mammouth posait sa trompe à cet endroit. Le plus intéressant, c'est l'intérieur de la défense. Pour l'étudier, il faut découper l'ivoire. Après un polissage soigneux, des motifs apparaissent quand on projette une lumière ultraviolette. On voit alors des lignes et des zones sombres qui font penser aux anneaux de croissance des troncs d'arbres. La géométrie de croissance est différente. Les arbres grandissent du centre vers la superficie, alors que les défenses, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Les traits microscopiques correspondent aux événements importants dans la vie de ce jeune mammouth. Dan Fisher sait quand il a été sevré du lait de sa mère, ou lorsqu'il a été chassé de son troupeau pour vivre tout seul comme tous les mâles. Les lignes de croissance plus fines et plus sombres correspondent aux hivers où la nourriture était moins abondante et aux périodes de famine. On peut aussi y lire les événements graves, comme l'affrontement du mâle avec un rival pour une femelle,
Sur l'île Wrangel, la fin de l'expédition est plus fructueuse que le début. L'équipe reprend espoir. Elle aperçoit une lueur caractéristique au loin. Malheureusement, ce n'est pas la carcasse espérée. Elle est entière. C'est une grande défense. Son emplacement intrigue Bernard Buig. D'où vient-elle? Il a l'impression qu'elle a été déposée par le personnel du parc naturel, peut-être pour l'empêcher de trouver une carcasse complète, plus précieuse sur le marché noir. Je ne comprends pas ce qu'elle fait là. La défense a aussi pu être exposée par la fonte des neiges et emportée par les ruissellements jusqu'à cette plaine. C'est une trouvaille intéressante, mais l'équipe doit quitter l'île sans ce qu'elle était venue chercher. Bernard Buig prépare déjà son expédition suivante. Il espère entendre parler d'une rumeur ou recueillir des informations pour savoir où chercher la prochaine fois. L'île Wrangel était la limite nord du territoire des mammouths. Ils étaient très nombreux du nord de l'Eurasie à l'Amérique du Nord. Jusqu'à la fin de la dernière glaciation, ils peuplaient une immense prairie surnommée la steppe des mammouths. Aujourd'hui, c'est là qu'on retrouve la plupart de leurs ossements. Les mammouths et les éléphants ont un ancêtre commun qui a vécu il y a 6 millions d'années. Les mammouths sont apparus dans le sud de l'Afrique. Sur 3 millions d'années, ils ont migré vers le nord et se sont différenciés, jusqu'à donner plusieurs espèces. Ils ont traversé le Moyen-Orient pour aller vers l'Eurasie et se sont adaptés au climat plus froid. Les premiers mammouths étaient plus gros que les éléphants. Mais ensuite, leur taille a diminué jusqu'à celle des éléphants d'Asie que nous connaissons. Ils mesuraient 3,30 m de haut et ne mangeaient plus les feuilles des arbres, mais de l'herbe et des buissons. Les fossiles nous donnent seulement les grandes lignes de leur histoire. Et parfois, certains spécimens livrent des détails surprenants. En mai 2007, un éleveur de rennes a trouvé un mammouth dans un état de conservation exceptionnel. Baptisée Liuba, c'est une petite femelle qui avait 1 mois à sa mort. La glace de Sibérie a parfaitement préservé ses poils, sa chair et même ses yeux. Pour la première fois, on a pu étudier des tissus mous, comme l'appendice au bout de sa trompe, plus gros et plus agile que celui des éléphants. Il devait permettre aux mammouths d'attraper plus facilement les herbes et les broussailles. Sur les scanners, on voit que les reins de Liuba sont plus gros qu'on ne le pensait. Ils ressemblent à ceux des chameaux. Ce serait une adaptation des mammouths aux conditions plus sèches de la steppe. C'est très rare de trouver une carcasse complète. On n'en a que 6 comme Liuba.
Et les autres ne sont pas aussi bien conservés. Bernard Buig est optimiste et déterminé. Il compte bien exhumer un spécimen entier, adulte si possible. Et justement, il a une piste. D'après un informateur, une carcasse a été repérée sur la péninsule de Yamal, dans l'ouest de la Sibérie. C'est également là que Liuba a été retrouvé. On n'a que peu de détails. Il y a plus d'1 an, un ouvrier des chemins de fer aurait sorti de terre un morceau de chair rose qui appartiendrait à un mammouth. Il dit l'avoir réenterré et il n'en a parlé à personne avant de pouvoir contacter Bernard. L'équipe se précipite sur place, en espérant que personne ne l'a devancé. Elle installe son campement à côté d'un groupe d'éleveurs de rennes. Ce sont des nomades de l'ethnie des Nénètes. On est au milieu de l'été, la meilleure époque pour chasser les mammouths. Pour les chercheurs, la douceur estivale est à double tranchant. Les trésors du sous-sol sont exposés par la fonte des neiges, mais c'est plus difficile de naviguer sur les cours d'eau à cause des blocs de glace à la dérive. Les conditions sont encore compliquées par le soleil de minuit. À cette latitude, il ne se couche pas en été, et pendant 6 semaines, il ne fait jamais nuit. L'ensoleillement permanent est idéal pour scruter le paysage. Mais il a des conséquences physiologiques. Quand on n'y est pas habitué, il peut provoquer une dépression. Et même des troubles de la perception. On devient un peu fou, c'est vrai. J'ai déjà oublié comment on était arrivé là. Ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis demandé ce que je faisais là. Mais c'est très simple, on cherche des mammouths. L'équipe poursuit ses recherches en profitant du train d'une compagnie gazière sibérienne. Elle va inspecter la zone où on aurait trouvé la trace d'un mammouth. Les indications sont vagues, mais elle parvient à localiser la carrière abandonnée où un homme dit avoir vu une carcasse. Elle a l'autorisation de l'inspecter, mais seulement pendant 3 jours. Pour cela, elle va utiliser un radar à pénétration de sol pour sonder le permafrost. On va le trouver ici, c'est sûr. Il y a bien un mammouth quelque part dans les parages. Bien sûr, je suis impatient, mais je ne vais rien précipiter. Il y a une différence. L'équipe travaille 24 heures sur 24. Elle a parcouru plusieurs milliers de kilomètres pour venir ici. Mais au bout de 3 jours, elle doit repartir les mains vides. Aucune trace du mammouth. Je ne pensais pas qu'on allait être confronté à ce type de situation. Je suis un peu déçu, bien sûr. Mais je dois rester concentré sur la préparation de l'étape suivante de nos recherches. Parce que je ne vais pas laisser ce mammouth tranquille. On va s'occuper de lui. On verra comment ça se passe pendant l'été.
Alors, il est où, mon mammouth? J'espère que tu organiseras la prochaine expédition un peu mieux. Pour l'instant, impossible de savoir s'il y a vraiment un mammouth ici, s'il est encore là, ou si des trafiquants l'ont déjà trouvé. Quoi qu'il en soit, Bernard n'a pas l'intention de baisser les bras. Pendant ce temps, une autre équipe enquête avec des méthodes différentes. À l'université de l'État de Pennsylvanie, des généticiens tentent de déchiffrer le génome des mammouths. Les scientifiques ont extrait de l'ADN dans des poils et étudié le matériel génétique qui codait toutes les cellules du corps. Ils ont séquencé 90% de ce génome. Et leurs résultats réservent quelques surprises, notamment sur l'apparence de ces animaux. On les représente en général avec un pelage rouge foncé. Mais on a constaté que la couleur de leurs poils était déterminée par des gènes ressemblant à ceux des cheveux humains. Ils pouvaient donc être blonds, roux ou même bruns. Kevin Campbell est spécialiste de physiologie environnementale et évolutionnaire. Il utilise ces résultats pour en savoir plus sur le sang des mammouths. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'hémoglobine, la protéine qui est l'ingrédient principal du sang. C'est l'interface entre l'atmosphère et la cellule. Cette protéine transporte l'oxygène dans le corps. Kevin Campbell travaille d'ordinaire sur des souris pour voir comment leur hémoglobine apporte l'oxygène jusqu'aux cellules, notamment quand il fait froid. Il s'est demandé comment celle des mammouths jouait son rôle sous le climat extrême de l'ère glaciaire. Comme le sang des carcasses retrouvées dans la glace a séché, il ne peut pas être analysé. Kevin Campbell peut en revanche utiliser leur génome pour comparer les gènes de l'hémoglobine des mammouths avec ceux des éléphants. Ensuite, il modifie l'ADN des éléphants lettre par lettre pour imiter le code des mammouths. Dans les faits, on le transforme en ADN de mammouth parfaitement fonctionnel. Ce scénario rappelle Jurassic Park. Mais ce n'est pas de la fiction. Kevin Campbell a recréé une protéine disparue depuis des millénaires. C'est une vraie protéine. C'est comme si j'étais allé il y a 43 000 ans dans une machine à remonter le temps pour faire une prise de sang au mammouth dont on a pris l'ADN. C'est exactement la même chose. C'est un voyage virtuel, dans le temps. Chez la plupart des animaux, plus il fait froid, plus la capacité du sang à fournir de l'oxygène diminue. Kevin Campbell a donc voulu voir comment se comportait l'hémoglobine du mammouth. On savait qu'il allait se passer quelque chose de passionnant. Cette protéine n'était pas comme les autres. Et quand la température a baissé, l'hémoglobine du mammouth a réussi à transporter l'oxygène plus facilement que celle des éléphants d'Asie. Cette capacité d'adaptation leur évitait les engelures et les aidait à conserver leur chaleur corporelle, ce qui était essentiel pour survivre en période glaciaire. Sur le terrain, Bernard Buig n'a toujours pas mis la main sur une carcasse. Il est rentré bredouille de l'île Wrangel
et de la péninsule de Yamal. L'été est terminé et la glace va bientôt recouvrir le sol. Pourtant, il ne renonce pas. Il étend ses recherches en Sibérie et s'envole pour le lac Boustak, à 4500 km à l'est. La chance va peut-être lui sourire. Un nouveau spécimen aurait été vu sur la côte arctique. Une des connaissances qui a des contacts chez les trafiquants l'a prévenu. Des marchands de défense qui vendent l'ivoire de mammouth en Extrême-Orient disent avoir trouvé une carcasse gelée. La neige rentre partout. Ils ont proposé à Bernard de l'emmener sur place. Mais le trajet sera long et difficile. Bernard doit les croire sur parole. Les photos qu'il a vues sont en noir et blanc et assez floues. Mais elles semblent prometteuses. On espère trouver un spécimen bien précis. J'ai vu une ou deux photos. C'est un mammouth complet. Mais il a une forme inhabituelle. Il faut qu'on le voie de plus près. J'espère qu'on pourra le rapporter. Après, je demanderai à des scientifiques de l'examiner. Bernard doit s'en remettre à deux trafiquants de mammouths. Vassili Gorokov et son bras droit, Vladimir Potapov. Les deux hommes lui ont dit qu'un acheteur d'Extrême-Orient leur avait offert près d'1 million d'euros, mais que la transaction ne s'était pas faite. Bernard a réussi à passer un marché avec eux pour que le spécimen ne soit pas vendu, mais confié au Comité international des mammouths. Une carcasse entière serait une trouvaille inestimable. Mais pour l'atteindre, il faut faire près de 800 km dans la toundra glacée. Il y a plusieurs jours de route, et l'Arctique est un milieu dangereux. Bernard doit apprendre à être patient et à faire confiance à ses guides. Alors, Vassili, quel est le plan? On peut aller voir le mammouth? Tout est en place? Pas aujourd'hui. Impossible. L'accord passé avec les deux hommes est très fragile. Mais Bernard n'a pas le choix. Il doit gagner leur sympathie. Et en Sibérie, cela signifie prouver son courage. Même quand il fait moins 35. Bernard a réussi le test. L'ambiance dans le groupe se détend. Le départ est prévu le lendemain matin. Mais il y a un problème. Visiblement, dans 2 jours, il va y avoir ce qu'on appelle un polgar, une tempête de neige. Ah, d'accord. Le générateur du campement fait des siennes, la température chute et la météo est menaçante. Mais les hommes prévoient toujours d'emmener Bernard voir la carcasse. Ils partiront dès demain.
La météo est souvent mauvaise en Sibérie, mais les conditions actuelles sont particulièrement difficiles. Bernard est prêt à tout pour atteindre son but. Il pourrait mettre la main sur l'un des plus beaux mammouths jamais trouvés. Ce serait une découverte inestimable pour la science. On pourrait peut-être faire renaître cette espèce. L'idée de cloner les mammouths semble de plus en plus crédible. Un trésor caché dans le sous-sol de la Sibérie pourrait révolutionner les connaissances et transformer la science-fiction en réalité. Dans la ville de Yakoutsk, le Comité international des mammouths a déjà exhumé un fémur entier. Il a été parfaitement préservé par le permafrost. Grâce au gel, la moelle osseuse est intacte et on peut en extraire des cellules avec de l'ADN non endommagé. La moelle va être envoyée dans un laboratoire japonais qui va tenter d'isoler des noyaux de cellules. On espère ensuite les implanter dans un ovule d'éléphant, dont on aura enlevé le noyau. Ensuite, on pourra le faire se développer dans l'utérus d'une femelle éléphant. La création d'un clone soulève de nombreuses questions éthiques. Notamment, la science doit-elle faire renaître une espèce éteinte? Au lieu de ressusciter les mammouths par clonage, la plupart des scientifiques préfèrent travailler sur les causes de leur disparition. Leur extinction a coïncidé avec le réchauffement du climat à la fin de la dernière ère glaciaire. Leur habitat s'est transformé. Les pluies sont revenues au nord. Les prairies sèches ont été remplacées par les plantes et les forêts de la toundra. Ils ont de plus en plus de mal à trouver à manger. Les études génétiques suggèrent que par le passé, les mammouths laineux avaient su s'adapter au changement. Il y avait eu une baisse brutale de population 30 000 ans plus tôt, mais ils étaient ensuite revenus en force. Il doit donc y avoir une autre explication que l'évolution de leur environnement. Dan Fisher pense être sur une piste. Il a analysé des centaines de défenses issues de différentes espèces de mammouths et trouvé des indices. Il semble que vers la fin, ils grandissaient plus vite et avaient des petits plus tôt. C'est une réaction caractéristique quand une espèce est victime d'un prédateur. Mais il n'y avait qu'un seul groupe capable de menacer les mammouths à l'époque. Les hommes, en chassant le mammouth, ont largement contribué à son extinction. C'est une théorie crédible, mais on manque de preuves. C'est justement ce que cherche Bernard Buig en Sibérie. Il espère découvrir ce qui pourrait être le plus beau spécimen jamais retrouvé.
L'équipe doit être motivée. Le vent souffle à plus de 150 km/h. Les températures descendent à moins 50 degrés. Et il n'y a que du poisson cru à manger. Le résultat n'est pas garanti. Les deux trafiquants peuvent avoir menti ou des voleurs ont pu trouver la carcasse. Pour l'instant, Bernard ne peut que croiser les doigts. Après 2 semaines de trajet éprouvant sur près de 800 km, l'équipe arrive à destination. Elle est enfin dans la grotte secrète, cachée sous la glace. La carcasse est-elle encore là? Oh, malednik. Malednik. А, нет, большой ледник. О. Incroyable. Bernard découvre enfin le trésor. Il doit avoir 5 ou 6 ans, mais il faut le faire examiner par des scientifiques. C'est bien une carcasse entière. Bernard n'en croit pas ses yeux. Il n'a pas beaucoup de temps. Vassili insiste pour l'emballer et repartir tout de suite. Il faut attendre une véritable analyse scientifique pour avoir plus de détails. Voyager à côté d'un mammouth, ça n'arrive pas tous les jours. Maintenant, il faut faire le trajet du retour avec la précieuse cargaison. Les hommes sont sur leur motoneige jusqu'à 14 heures par jour. C'est une course contre la montre et surtout contre l'obscurité. Bientôt, la nuit polaire prendra possession de la région et mieux vaut ne pas se retrouver en pleine nature quand le soleil ne se lève plus. Le convoi risque aussi d'être intercepté par des voleurs. Bernard a hâte de quitter la toundra et de mettre le mammouth en sécurité. Tout le monde embarque dans un ancien avion militaire pour faire les 800 derniers kilomètres jusqu'à Yakoutsk. Une fois sur place, Bernard pourra se pencher plus précisément sur le mammouth, qu'il a baptisé Yuka. La carcasse va peut-être révéler de nouvelles informations sur l'extinction des mammouths. Regardez ça.
Ces longs poils. C'est vraiment incroyable. Maintenant que je peux le toucher et le voir en pleine lumière, je vois tous les détails. C'est très émouvant pour moi. J'ai besoin de temps pour réaliser ce qui se passe exactement. D'après sa taille, Yucca était un jeune mammouth qui n'avait pas terminé sa croissance. Après des millénaires dans le sol glacé, son corps est contorsionné. Il est sur le dos, la tête tournée sur le côté et les pattes en l'air. Ses coussinets et ses poils blonds cuivrés sont parfaitement préservés. Pourtant, il manque de grands os, ce qui explique que le corps est affaissé. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle, ni de quand date la mort. En revanche, certains signes indiquent une possible intervention humaine. On a beaucoup de choses à comprendre à propos de ce spécimen, parce qu'il a été ouvert sur toute la longueur du dos, et que quelqu'un a enlevé les os principaux. Il en reste encore certains, comme le bassin et les omoplates, mais on n'a plus les vertèbres. Le gros point d'interrogation, c'est que s'est-il passé au moment de la mort de cet animal, ou durant sa vie? Bernard Buig veut maintenant savoir si les os ont été prélevés au moment de la mort du mammouth ou plus tard. Si c'est à sa mort, cela pourrait prouver l'implication des hommes. Pourtant,